Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. André Berkov, vous recevez aujourd'hui pour ce face-à-face Bertrand Saint-Germain qui vient nous voir pour ce nouveau livre « Prendre les armes avec le P entre parenthèses » aux éditions Le Paul Marc. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Alors, prendre les armes ou rendre les armes. Vous avez mis effectivement le P entre parenthèses. Bertrand Saint-Germain, vous êtes conseiller en stratégie juridique. Et vous avez écrit un livre très polémique, mais très passionnant, pour une raison très simple. Vous êtes le premier, enfin à ma connaissance en tout cas, qui parlait en profondeur et en abordant tous les domaines de, effectivement, le citoyen a-t-il le droit, le citoyen, d'avoir accès aux armes, on en discute depuis d'ailleurs, depuis des siècles, puisque vous en avez parlé historiquement, depuis quand, qu'est-ce que c'est ? Et vous en avez parlé du point de vue juridique, entre la France, les pays européens, les États-Unis, bien sûr, où je rappelle que l'accès aux armes est absolument permis par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Comme par hasard, le premier, c'est sur l'inviolabilité de la liberté d'expression, et le second, c'est sur les armes. Et alors, moi, je voudrais que vous rappeliez, Bertrand Saint-Germain, que une certaine déclaration des droits de l'homme de 1789 dit quels sont les droits imprescriptibles de l'homme, de la femme et du citoyen. Merci André de votre invitation. L'article 2 de la déclaration de 1789 est très simple. Il annonce 4 droits naturels. Premier, imprescriptible, c'est la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Il avait été question dans les débats révolutionnaires de garantir que l'homme puisse avoir une arme. Mirabeau avait proposé cet article comme aux États-Unis. On lui a dit non, c'est pas la peine parce que c'est évident. Parce que la résistance c'est pour ça qu'on lui a dit, ah oui. Oui. Parce que la résistance à l'oppression oui. Veut dire que nécessairement, vous devez pouvoir accéder à une arme pour vous protéger. Alors justement, et puis aujourd'hui, alors la situation, on la connaît, et c'est très intéressant parce que vous posez le problème, effectivement, de la sécurité et du sentiment d'insécurité, dont nous abreuvent un certain nombre de politiques. Et au fond, vous racontez, c'est très intéressant dans votre livre, encore une fois, à ma connaissance, le premier du genre, que cette histoire, des armes, d'abord, effectivement, les armes, l'homme, le préhistorique avait déjà sa massue, sa hache, etc. Oui. Donc, et vous dites que pendant très longtemps, et rappelez, les philosophes, les penseurs ont légitimé cela. Ah oui, ils l'ont tous dit. De Aristote jusqu'à Voltaire et Rousseau, tout le monde explique qu'il est naturel que l'homme puisse se défendre et dispose d'armes pour cela. Si on le fait très rapidement, il y a des raisons. Il y a 3 grandes raisons qui se réunissent. D'abord, c'est la liberté collective. On doit pouvoir prendre des armes pour défendre son groupe, sa cité, son pays, son peuple, attaqué. Oui, bien sûr. Il y a la légitime défense individuelle. Cicéron a des pages très nettes là-dessus. Il explique que c'est un droit qu'on tient de la nature même. Si on est attaqué, on se défend. Donc il faut des armes pour cela. Et la 3e raison, qui est déjà présente chez Aristote, qu'on retrouve dans la philosophie des Lumières, c'est la résistance à la tyrannie. C'est qu'un État sans limite peut faire n'importe quoi. On l'a vu à différentes reprises dans l'histoire. Et un des moyens qui soit confronté à des limites, on se souvient du mot de Montesquieu, c'est une vérité éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Sure. Eh bien, la limite que peut rencontrer le gouvernant, ce sont des citoyens armés. C'est ce qu'explique Aristote, c'est ce qu'on retrouve dans le 2e amendement américain. Et avant qu'on nous accuse d'être des partisans de l'armement à outrance, je rappellerai quand même, c'est toujours intéressant ça, que nos 2 chants les plus célèbres en tout cas sont d'abord notre hymne national, la Marseillaise, et que dit la Marseillaise ? Aux armes citoyens, je veux dire, formez-vous bataillons, etc. Et l'autre, le chant des partisans, sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades, ohé le saboteur, à la balle et au couteau, tuez vite, c'est quand même un sacré paradoxe que nos 2 chants les plus, l'un, l'hymne national, et l'autre, alors, vous allez me dire, oui, mais Bertrand Saint-Germain, on va vous dire oui, très bien, mais l'heure n'est plus à ça, ce sont nos chants, et aujourd'hui, quand même, il y a une civilisation, c'est civilisé, on ne peut pas permettre à n'importe qui, effectivement, de prendre les armes pour n'importe quoi.
Mais ce n'est pas, effectivement, vous expliquez, alors, comment effectivement montrer aux gens qui disent, oui, mais vous comprenez, si on donne des armes comme ça, n'importe quel déséquilibré, eh bien, va s'en emparer pour n'importe quoi. Alors je vous dirais d'abord que l'actualité nous montre tous les jours que les déséquilibrés accèdent aux armes. Donc, bon, après... Et les Kalachnikov, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Il y a un exemple très simple. On va pas partir en Amérique, on va tourner les yeux vers nos voisins, c'est la Suisse. La Suisse est le 3e pays qui dispose le plus d'armes au monde au regard de sa population. Il n'y a pas des tueries quotidiennes en Suisse. Ah oui, vous dire les Suisses sont en Europe les citoyens les plus armés. Tout à fait. Ouais. Les Suisses qui font leur service militaire, qui va s'étaler sur 7 ou 8 ans, avec des périodes militaires, 4 mois d'abord, et puis ensuite 3 semaines tous les ans, ils ramènent leur fusil d'assaut à la maison. Bon, ils n'y sont pas obligés, mais ils peuvent le faire. Bien et sûr. ils le ramènent à la maison. Vous croisez dans le tramway, dans le métro, des gens avec le fusil d'assaut à l'épaule, qui rentrent d'une période militaire ou qui vont tirer, parce que les militaires suisses ne tirent pas pendant leur période militaire. On leur demande d'aller au club de tir du village et de tirer. Et de s'entraîner. Ah voilà. Oui, d'accord. Ouais. Et la Suisse n'est pas endeuillée par des tueries quotidiennes. Alors justement, d'accord, mais en même temps, comment établir, parce que la France n'est pas l'Amérique, alors l'Amérique, vous rappelez effectivement la tradition, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous citez Emmanuel Macron par rapport au Far West, vous savez, quand il dit, oui mais attendez, nous on va pas faire ça, la France n'est pas le Far West, hein, bien sûr, et il a pas tort de ce point de vue-là. Mais comment justement arriver à un équilibre? C'est-à-dire que vous dites, à partir du moment, enfin votre thèse, entre autres, à partir l'État n'assure pas la sécurité des citoyens parce qu'il a le monopole de la violence, oui, mais l'État peut vous répondre, on peut même être un policier derrière chaque maison, chaque famille. Non. Alors, le point de départ, il est assez simple, effectivement. L'État a assuré à lui, au nom du monopole de la contrainte physique légitime, il assure la sécurité. C'est la raison d'être du pacte social. On renonce à se faire justice soi-même, à se défendre soi-même, sauf la légitime défense, oui. Et l'État le fait. Simplement, à un moment donné, si l'État n'arrive plus à assurer cette mission au quotidien, il devient illégitime qu'il empêche ceux qui le souhaitent de pouvoir le faire. Il ne s'agit bien évidemment pas de distribuer des armes à n'importe qui. Il y a des expertises psychiatriques, un suivi médical, vérifier que la personne dispose de compétences théoriques et pratiques, il y a un examen, et si ces éléments-là sont validés, on peut tout à fait envisager, à l'image de la Suisse, qu'un citoyen qui le souhaiterait puisse avoir des armes. Alors ensuite, il faut bien sûr réfléchir à la typologie des armes. Sans doute pas toutes les armes, il y a un certain nombre d'armes de défense. C'est ça. Enfin, en tout cas, que ce soit réglementé, encadré, etc. Alors justement, je voudrais qu'on remonte, je vais vous citer, enfin, je cite ce qu'il y a dans votre livre de ce point de vue-là. Vous dites ceci, hein, c'est qu'intéressant de voir, vous rappeler que de 14 août 1885, là on parle de la France, à 1939, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, vous dites que les tout particuliers jouissant de ses droits civils, corrigez-moi si je me trompe, c'est ça, civiques et de famille, pourra posséder des armes et munitions de guerre ou de tir ou de guerre, de 1884 à 1939. Voilà. Ouais. Oui, c'était pas il y a très longtemps. Qu'est-ce qui a arrêté ça alors ? Alors, les forces de police et le gouvernement n'ont jamais vu ça d'un très bon œil. Déjà, cette loi, c'est le Parlement qui l'impose au gouvernement à l'époque. D'accord. Et la Troisième République. Quoi. Voilà. Ouais. Et à partir des années 20, il y a quantité de mesures qui sont faites pour essayer de limiter cela. On n'y parvient pas totalement. Et puis, on est à la veille de la guerre. Et on profite des circonstances, de l'arrivée, de la crainte de la guerre. Daladier prend un texte qui interdit la possession d'armes. On passe d'une liberté absolue à une interdiction absolue, ouais. Avec des dérogations pour les chasseurs, etc. Mais on interdit. Mais et juste après, Vichy arrive, ça. Et là, Vichy, avec les Allemands, interdisent les armes, demandent qu'on vienne les délivrer, les rendre en préfecture. On se sert ici ou là des fichiers qui avaient été imposés pour savoir qui dispose d'armes ou pas. Ah oui, bien sûr. Ce qu'avaient déjà fait les Allemands en Allemagne. La loi du 3 décembre 1942 de Vichy. Voilà.
Et bien sûr, à la Libération, le régime restrictif qui a été mis en place en 1939, il est maintenu. Et depuis cette date, en France, il est interdit d'avoir des armes. Ça, depuis cette date. Voilà. Ouais. Et il y a des dérogations qui sont faites. Mais le principe, c'est l'interdiction d'avoir une arme avec des dérogations pour les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs. Mais c'est une interdiction assortie de dérogations. Et alors, et aujourd'hui, nous sommes toujours... Voilà. Totalement. Et alors, qu'est-ce qui fait que effectivement aujourd'hui, on entend beaucoup de citoyens, etc., qui disent oui, mais écoutez, on n'est pas défendu. On a eu des témoignages ici même dans cette émission et à Sud Radio. Ils disent écoutez, nous, on peut pas continuer comme ça. Si c'est comme ça, moi, je vais prendre le droit de me défendre quand je suis cambriolé, quand je suis, etc. Alors. Là déjà, on est dans un cadre très particulier. On sait que si on est agressé chez soi, spécialement de nuit, on est dans une hypothèse de ce qu'on appelle la légitime défense privilégiée et on est tout à fait fondé à se défendre si quelqu'un rentre chez vous la nuit. Ça, la loi le permet. Hein, la loi absolument. le permet. D'accord. C'est une légitime défense qui est présumée. Ensuite, tout dépend évidemment des circonstances. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. On voit quantité d'affaires, des gens sont agressés chez eux. Et il faut avoir les moyens de se défendre. On n'est pas toujours en situation, effectivement, qu'il y ait un policier au coin de la rue. C'est d'ailleurs sans doute pas souhaitable. Et la solution n'est sans doute pas les téléalarmes. C'est de pouvoir, pour ceux qui le veulent, en tout cas, oui, enfin, pas disposer des moyens de défendre leur famille. Comme vous le dites. On va continuer à en parler après cette petite pause. Avec vous, Bertrand de Saint-Germain, effectivement, prendre les armes, vraie question, et on attend effectivement vos réactions, oui, puisque auditeurs de Sud Radio. Peut-être vous voulez témoigner, ou peut-être vous voulez réagir à ce que dit notre invité Bertrand Saint-Germain aujourd'hui. 0826 300 300 pour nous appeler. Emmanuel Galasso vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper, en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faut-il, en cette période où effectivement l'insécurité n'est plus vraiment un sentiment et tout le monde le sait, faut-il prendre les armes? Faut-il avoir le droit, évidemment, après contrôle très précis et évidemment de façon extrêmement sélective, avoir le droit d'avoir des armes et pour se protéger? Ou pas, c'est le sujet central de ce livre, en tout cas passionnant, de Bertrand Saint-Germain, prendre les armes ou les rendre. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, en 2022, le gouvernement français a demandé qu'on ramasse toutes les armes, effectivement, et parce que, voilà, Emmanuel Macron avait parlé, on ne veut pas devenir le Far West, et on va parler des États-Unis. Mais je rappelle quand même qu'on est dans ce climat où le pédopsychiatre Maurice Berger, qui a écrit ce livre formidable, on l'avait reçu, sur la violence gratuite en France, il disait ceci, et il dit ceci, c'est le constat, hein. Toutes les 2 minutes, une plainte est déposée en France, toutes les 2 minutes, pour des violences gratuites, c'est-à-dire des agressions physiques sans raison apparente, pouvant aller jusqu'au meurtre, pour un simple regard, un simple refus de cigarette. Tout citoyen peut y être confronté. Ça, c'est hélas, la réalité des faits. Alors, effectivement, on vous dit oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez faire comme aux États-Unis? Alors, parlons des États-Unis un peu, où effectivement, la vente d'armes est plus que permise, plus que tolérée et permise, etc. Ça dépend des États, bien sûr. Mais on dit, regardez les tueries de masse aux États-Unis, et c'est vrai qu'il y en a eu des tueries de masse aux États-Unis. Alors regardez, c'est pas possible, vous voulez pas que la France devienne les États-Unis. Alors, Bertrand Saint-Germain. Tout à fait. Simplement, déjà, quand on parle des États-Unis, peu de gens connaissent vraiment les États-Unis. Quand on parle des USA, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de législation fédérale en matière d'armes. L'État fédéral n'a pas de compétence sur la question. Ça relève aucune. Non. Ouais. Il a réussi à développer des réglementations sur la liberté de circulation, liberté du commerce. D'accord. C'est tout. Donc ce sont les États qui font leur propre législation. Et on a des législations qui peuvent être extrêmement restrictives et d'autres qui peuvent être beaucoup plus souples. Simplement, quand on regarde le détail de la criminalité américaine, de ces tueries de masse. Alors une tuerie de masse, je rappelle, c'est 4 victimes
suivant la règle des 3 unités du théâtre classique. Unité de temps, de lieu, d'action. Et 4 victimes. 4 victimes en même temps, c'est ça. C'est déjà tuerie de masse à partir de 4 victimes. D'accord. Bien, alors, on a eu à peu près 150 tueries de masse depuis 45 ans aux États-Unis, depuis 1980. L'État qui connaît le plus de tueries de masse, c'est la Californie, le Golden State. Il y a 20% des tueries de masse pour un État qui ne connaît que 12% de la population. Or, la Californie est l'État américain où la législation est la plus stricte sur l'accès aux armes. Même chose pour l'État de New York. Par rapport aux autres États américains. Par rapport aux autres États. Donc, les États les plus stricts sont ceux qui connaissent le plus de ces tueries. Donc, c'est pas un lien direct entre l'accès aux armes et les tueries. Alors, il y a ce phénomène-là, mais les tueries de masse, on les connaît en France. Elles ne sont pas étudiées en tant que telles. Mais à quelques centaines de mètres de vos studios, à Nanterre, il y a quand même eu 30 victimes dans une tuerie lors du conseil municipal de Nanterre, avec Richard Hearn. Mais en France, en Europe, elles ne sont pas référencées comme telles. Et puis vous parlez des attentats, la promenade des Anglais à Nice, on peut rappeler Mohamed Merah, on peut rappeler les équipées sanglantes, Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Ouais. Et dans un certain Ce sont des tueries de masse. Oui. Ouais. Et c'est vrai que pour le criminel, le délinquant, qui est bien sûr un déséquilibré, mais savoir qu'en face de lui, il peut croiser des gens armés qui vont riposter, ça a tendance parfois à lui remettre du bon sens psychologique et un peu moins de déséquilibre. Voilà. Si l'on sait que les gens en face de nous sont amenés ou peuvent se défendre, il y a effectivement une réticence au passage à l'acte. Et on a vu plusieurs cas de tuerie de masse aux États-Unis où ce sont des citoyens armés eux-mêmes qui ont désarmé le tueur. Et sur ces tueries de masse, il faut rappeler une autre chose, les tueries de masse n'ont pas lieu dans les écoles. La moitié des tueries de masse ont lieu à l'endroit, sur le lieu de travail. Il y a eu dans les écoles. Il y en a eu. Et la moitié de ces tueries ont lieu, interviennent sur le lieu de travail. Ce qui en dit beaucoup sur l'atmosphère du travail américain. Il y a de gros problèmes. Ce sont des jeunes hommes, à 99,5%, qui souffrent de problèmes psychiatriques pour les 3/4 d'entre eux. Parfois avec des armes volées, et souvent une grosse dépendance aux stupéfiants. Ce sont des éléments qui sont acquis. Qui jouent. Et on retrouve ces mêmes phénomènes partout dans le monde. Y compris chez nous. Et alors justement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et vous avez regardé aux États-Unis, en Europe, c'est un peu la même chose par rapport. Je ne parle pas de la Suisse que vous avez évoquée, mais est-ce que les autres pays sont un peu comme la France dans la même situation, les pays européens, en termes de réglementation sur les armes? Oui. Et en termes de tuerie, en termes de réglementation sur les armes, le modèle européen classique en dehors de la Suisse et de la République tchèque, c'est un principe d'interdiction d'accès aux armes assorti de dérogation. La République tchèque et la Suisse, eux, sont sur un régime d'autorisation d'accès sous condition. En ce qui concerne les tueries, oui, on en trouve partout en Europe. Beaucoup en Allemagne, énormément en Allemagne, plusieurs en Angleterre. Mais vraiment, l'Allemagne, on a eu beaucoup. La France, on en compte au moins une quinzaine depuis 20 ans. Avec souvent des moyens plus artisanaux. On n'est pas sur des fusils d'assaut il y a du couteau à grande capacité. Le couteau. Mais ce sont des choses, simplement, en France spécialement, et en Europe, ce n'est pas référencé. Aux États-Unis, vous avez plusieurs banques de données qui permettent à tout un chacun d'analyser ce qui s'est passé, qui vont aller très loin, qui nous indiquent les médicaments que prenait la personne, ses troubles psychologiques, sa situation familiale, comment s'est passée la tuerie, etc., etc. En Europe, vous n'avez pas ça. Donc il faut éplucher les rubriques de ce que j'ai fait, la rubrique des faits divers, pour aller chercher qu'est-ce qui s'est passé, qui était la personne, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. On n'a pas cette étude globale. Et d'ailleurs, en France, aujourd'hui, il n'y a aucune étude universitaire sur les tueries de masse. Vous avez 3. Il n'y en a pas. Non, il y a eu 3 thèses en psychiatrie qui ont abordé la question, c'est tout. Alors, j'appelle à vous, auditeurs résistants Sud Radio. Faut-il prendre les armes ou rendre les armes? 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est un vrai problème qui est posé. Il ne s'agit pas, nous ne prenons pas parti. Nous écoutons et nous avons lu la thèse de Bertrand de Saint-Germain, en tout cas qui est
qui est un constat. Bon, il prend parti, on va lui demander pourquoi. Mais c'est très intéressant ce qui se passe dans le monde, dans une montée effectivement de l'insécurité et de la violence. Comment faut-il se défendre? Et est-ce que comment l'État aussi peut recouvrer ses droits? Encore une fois, n'oublions jamais que s'il a la violence légitime par la police et par l'armée, c'est parce qu'il est chargé, qu'il est sommé, qu'il est obligé de nous protéger. Ça fait partie de ses tâches fondamentales. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bertrand Saint-Germain, prendre les armes avec un P entre parenthèses, ou rendre les armes comme on nous l'a demandé en 2022. Mais dites-moi, en fait, on pourrait vous dire, mais attendez, vous partez, parce que vous dites à la fin, je vous cite, et on va en parler, vous dites à la fin ceci, je lis votre dernier paragraphe. Alors qu'aujourd'hui l'État ne parvient plus à assurer la sécurité des citoyens, il conserve paradoxalement la faculté de les priver de la possibilité même de se défendre. Et on se souviendra longtemps que la demande des sénateurs Charb, je parle des Charb de Charlie Hebdo bien sûr, cible désignée des terroristes islamistes, de pouvoir porter une arme, c'est vrai qu'il l'a demandé au regard des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, avait été refusée par l'administration. La preuve des risques auxquels il était exposé sera cruellement apportée quelques mois plus tard par son assassinat. Dans la mesure où l'État ne respecte plus l'obligation qui est la sienne d'assurer la sécurité collective, il est plus que temps pour les citoyens de reprendre leur droit naturel à se défendre. Il faut prendre les armes, écrivez-vous. Alors, vous dites, il faut prendre ces armes. Droit naturel à se défendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres alternatives, à votre avis, Bertrand Saint-Germain ? Il y en a sans doute un certain nombre. Il y a l'hypothèse de la non-violence pour ceux qui le veulent. On peut rendre les armes. Simplement, si l'État n'assure plus ou plus suffisamment ce qui est sa raison d'être, il est illégitime qu'il cherche à empêcher ceux qui le souhaitent de se défendre eux-mêmes. Voilà, la clé, elle est là. L'exemple de Charb que vous rappelez est quand même assez intéressant. Alors, Charb souhaitait pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle dans la langue populaire un port d'armes. Mais il avait des gardes, il avait des policiers qui le suivaient, comme vous le savez, comme beaucoup d'autres. Voilà, justement, il ne voulait pas avoir ses gardes du corps, et il considérait que, étant tireur sportif, il pouvait lui-même assurer sa défense. À tort ou à raison. Simplement, on lui a refusé cette faculté. Voilà, en estimant qu'il n'avait pas assez de risques qui s'imposaient à lui. Typiquement, la loi prévoit cette possibilité, dans les faits, elle est accordée à moins de 10 personnes par an. C'est ça. Voilà, moins de 10 personnes par an. Oui. Et on n'a jamais vu, et si on vous le refuse, il n'y a jamais eu une décision de justice qui mette un désaveu à l'action du ministère de l'Intérieur en disant si il faut... Disons qu'un Charb ou un autre qui dirait mais moi je veux des armes, la justice lui dit pas non, le ministère a tort, l'État a tort, c'est vous qui avez raison. Voilà. Et Charb avait des armes, il avait le droit d'en avoir. Il demandait l'autorisation de les porter parce sur lui. Parce qu'il était tireur sportif. Voilà. C'est ça. Il demandait l'autorisation de les porter, de les transporter. Ouais. Eu égard aux menaces qu'il avait eues, etc. Et c'est quand même archétypal d'une situation qui n'est plus acceptable, dans mon sens. Ouais, je comprends. Et écoutez, ce livre vient de paraître et c'est pour ça que c'est très intéressant, en tout cas, d'en parler et de dire ce que vous en pensez. Est-ce que nous avons déjà alors oui, on va les avoir. Simplement, Bertrand Saint-Germain. Vous avez mis du temps, vous avez fait en tout cas une très 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 grosse enquête, effectivement, encore une fois historique et tout. Juste un mot. Pourquoi ne parle-t-on pas du tout de tous ces penseurs et artistes que vous citez, depuis Thucydide, bien avant Jésus-Christ, jusqu'à Montesquieu et beaucoup d'autres? C'est vrai qu'on ne les cite jamais dans ce domaine. Parce que c'est gênant, je crois. C'est gênant de rappeler qu'avec toutes leurs différences, qu'il s'agisse d'Aristote, de saint Thomas, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, de la philosophie anglaise. Le Bill des droits anglais de 1689 écrit noir sur blanc que un siècle avant la Révolution française. Voilà, et un siècle avant le deuxième amendement américain, dit noir sur blanc que les Anglais ont droit à posséder des armes.
Il est d'ailleurs précisé que ce sont les Anglais protestants. On est au moment de leur guerre de religion. Mais voilà, donc on a cette constance de tous les penseurs, de tous les philosophes qui disent que oui, le citoyen, c'est un être de raison, il fait pas n'importe quoi, c'est sur lui que repose la cité, il doit avoir les moyens de défendre la cité, de se défendre. Il y a une seule discussion qui pourrait être faite, c'est pas le principe de l'accès aux armes, ce sont les modalités. Parce que Aristote écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les armes dont il défend le port, c'est la dague, la lance, les flèches. Ouais. Pour Hobbes et Locke, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, on a des fusils, des pistolets à un coup. Alors, est-ce qu'on peut appliquer strictement la pensée des philosophes avec des fusils d'assaut, avec un chargeur à grande capacité? Avec une fusée RPG et un missile solaire. Certainement pas. Mais là, on est sur les modalités, on n'est pas sur le principe. C'est ça. Voilà, et là-dessus, je crois que ces philosophes nous parlent encore aujourd'hui. On a Beccaria. Beccaria est un juriste, le premier pénaliste, l'inventeur de la criminologie moderne. Il dit qu'il faut des moyens de prévention plutôt que de sanctions. Il est très moderne. On est en 1750. Qu'écrit Beccaria, il explique que c'est une fausse bonne idée que d'interdire le port d'armes. Il dit parce que de toute façon, les criminels ne respecteront jamais ces lois. Les criminels ont des armes par essence. Voilà, on va désarmer les honnêtes gens et on va les livrer, finalement, les mains liées au couteau du scélérat. C'est ce qu'écrit Beccaria en 1750. On y est. Avant de prendre les auditeurs, Bertrand Saint-Germain, on a une question sur le web qui nous dit, pour les armes de défense, entre guillemets, est-ce qu'une bombe lacrymogène ou un taser, c'est considéré comme une arme ? Alors oui, tout à fait, ça rentre dans les armes de la 4e catégorie D. C'est une arme. Et de toute façon, la loi est bien faite. Même ce qui ne serait pas une arme est peut-être considéré comme arme par destination, parce qu'on l'utilise comme une arme. C'est ça. Donc une batte de baseball n'est pas une arme, mais utilisée peut être considérée comme une arme. La bombe lacrymogène, la grenade lacrymogène, le port et le transport, on a le droit de les acheter, on a le droit de les avoir chez soi, mais le port et le transport sont interdits. Donc je me balade dans le métro, je me fais agresser, je mets un coup de gazeuse, je suis en tort. Vous êtes en infraction. Ah oui, vous n'avez pas le droit de transporter. Port et transport interdits. On a Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais, par rapport à ce que dit votre intervenant et avec lequel je ne me sens pas du tout en désaccord, à titre personnel, je suis tireur sportif depuis 30 ans et j'ai 2 armes de poing pour le tir de 4e catégorie, donc catégorie B aujourd'hui, et je pense que chaque année je dois faire preuve d'une attestation médicale qui fait preuve de mon état physique et de mon état mental, donc ces 2 armes sont connues de la préfecture, elles sont enregistrées. Évidemment, je ne peux pas les sortir sauf pour aller au centre de tir. Mais quand votre interlocuteur tout à l'heure disait, quand on est chez soi, par exemple la nuit, si on a une arme, on peut se défendre et c'est normal. Sauf que dans ce cas-là, on trouvera toujours des avocats et des juges pour dire oui, mais vous n'avez pas respecté le principe de proportionnalité parce que finalement, vous avez tué votre cambrioleur. Alors c'est arrivé à des personnes âgées de tuer un cambrioleur. Oui. C'est arrivé aussi à des bijoutiers qui se défendent dans leur boutique. Donc je veux dire que il faut aller jusqu'au bout. Moi je suis assez d'accord avec ça, mais à ce moment-là il faut aller jusqu'au bout et en disant comme aux États-Unis où j'ai passé un mois dans les années 90 également, dès qu'on rentre dans votre propriété avec votre désaccord, vous avez le droit de vous servir de votre arme. Et croyez-moi, aux États-Unis on m'a dit j'étais avec des syndicalistes. J'étais pas avec des Trumpistes, c'était plutôt des démocrates. Et ils m'ont dit, nous, si on a une arme et on part de chez nous en laissant la porte non fermée à clé, parce que les gens savent que s'ils rentrent chez vous, alors que vous ne êtes pas invité, vous avez le droit de tirer dessus. Donc c'est dur à dire, c'est dur à entendre. C'est sûr. Oui. Mais aujourd'hui, quand on entend, qu'on vous dit, un ministre ou autre qui vous dit, on peut pas être derrière chaque personne et donc ça sera toujours inévitable qu'il y ait des accidents comme ça, moi je dis par rapport aux victimes et à leurs familles, ça fait un peu gros au cœur quand même. Ouais. Merci Claude. Justement, c'est la théorie du château. Voilà, c'est ce que les Anglais, les Britanniques appellent la doctrine du château, the castle doctrine. Alors ce que dit Claude, parce que vous disiez, on a le droit à la légitime défense. Apparemment non, Bertrand Saint-Germain. Alors attention, il y a la théorie et il y a la pratique. Ouais. Mais je reprends Claude, il fait une petite erreur, même s'il a raison. Je
Ouais. L'idée de la légitime défense privilégiée, c'est que si quelqu'un rentre la nuit, je précise bien la nuit. La nuit, pas dans la journée. Non. Ça ne vaut pas pour la journée. Non, dans votre domicile, pas dans la propriété, dans le domicile, il y a une présomption de légitime défense. D'accord. Et on peut tirer. Ensuite, s'il s'agit d'armes, si l'arme est détenue illégalement, vous pourrez être poursuivi pour ça. En ce qui concerne les dommages que vous auriez fait à la victime, à la personne qui est rentrée chez vous, il y a une présomption de légitime défense, mais vous serez naturellement mis en examen, mais mis en examen ne veut pas dire coupable. Peut-être condamné, enfin. Ça dépend, vous voulez dire, des circonstances. Et là, les circonstances vont être examinées. D'accord. Voilà. Simplement. Mais vous dire, le principe de légitime défense est acquis la nuit si quelqu'un rentre chez vous. Dans le domicile. Dans le domicile. Alors, aux États-Unis, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus large, qui vient d'Angleterre, c'est The Castle Doctrine, la doctrine du château, qui vient de la common law anglo-saxonne, et qui dit que tout Anglais est chez lui comme dans son château. Et donc, cette idée que si quelqu'un rentre dans votre château, eh bien, vous êtes fondé à le repousser, et que vous ne l'y avez pas invité, vous êtes fondé à le repousser. La manière que vous voulez. Et ça fonde une irresponsabilité pénale et civile. Il n'y a pas d'indemnité si vous blessez la personne. Et cette doctrine du château, alors, sa portée varie elle s'applique dans tous les États américains. Sa portée varie. Pour certains, c'est la propriété, d'autres le domicile, voire dans certains États, ça a été limité à la chambre. Ouais. Enfin, dans d'autres États, c'est la voiture également, voire le lieu de travail. Voilà, c'est très varié. Merci Claude. On a Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Saint-Germain. J'aimerais juste faire une précision et vous faire après une proposition. Je rappelle que les policiers, malheureusement lors des attentats, alors les policiers au sens large, la gendarmerie, police, etc., en dehors des heures de service, on leur a, je vais parler auprès d'eux, on leur a autorisé à porter leur arme de service pour intervenir dans des endroits particuliers, des manifestations, etc., etc. Il y a eu nombre, je vous parle en connaissance de cause, parce que dans ma famille, il y a des policiers. Je vous parle donc de policiers qui se sont présentés armés et ont décliné leur identité, qu'on a refusé de faire entrer dans des salles de spectacle ou autres pour éventuellement répondre à une menace. Là, il y a un problème, un gros souci. Et moi, je souhaite que l'IGPN, une bonne fois pour toutes, c'est mon souhait, soit réformé, voire dissoute, parce que c'est un policier qui tire des gens dans ses fonctions est déjà présumé coupable. Ma proposition serait la suivante. Les gens comme moi qui ont fait leur service militaire dans les années 60 et autres pourraient, puisqu'on a pratiqué le tir, pourraient avoir accès à des armes. Au même titre que des anciens militaires, ça serait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors Bertrand Saint-Germain, il y avait eu une proposition de loi en ce sens de Gilbert Collard vers 2012-2013 qui visait effectivement les anciens des forces de l'ordre et anciens militaires en leur permettant d'avoir accès, etc. Mais actuellement, on n'est absolument pas sur cette ligne. L'État reste arc-bouté. Mais même alors, on refuse aux policiers même de pouvoir. C'est quand même tout à fait étonnant. Ça. La législation le permet maintenant, mais Philippe a rappelé, c'était dans un spectacle sportif, je crois, où effectivement des policiers qui avaient le droit d'avoir cette arme avec eux, on leur a interdit l'accès. Mais c'était illégal apparemment. C'était illégal. L'attitude des policiers était conforme à la loi. On marque une courte pause et après on aura David qui nous appelle au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant de passer la parole à David, quelque chose vous venez de dire en antenne, Bertrand Saint-Germain, que la doctrine du château, vous savez, qui consiste à dire quand je suis chez moi, je suis tout à fait légitimé à me défendre contre n'importe quel assaillant, pour résumer,
elle n'est absolument pas évoquée dans aucun manuel ou juridique en France. Je veux dire, rien. Non, dans aucun texte. Ouais. Vous prenez les encyclopédies juridiques, le Juristklasseur, vous allez chez Dalloz, etc. Dans tous les livres de droit pénal, on n'aborde pas la doctrine du château, ne serait-ce que pour la présenter et expliquer ce que c'est. Et vous avez une deuxième doctrine américaine, c'est la Stand Your Ground. C'est-à-dire qui dit défends ton territoire. Ah oui, défends ton territoire. Et oui. qui dit que si vous vous estimez en danger, vous êtes autorisé à tirer. Ah oui, carrément. Et ça, va loin, ça. Et ça s'applique dans 35 États américains. Ouais. Mais après, ça, c'est. Les circonstances seront vérifiées. Est-ce que. Voilà. Oui, parce que n'importe qui peut dire oui, je défendais mon territoire, je vais tirer. Enfin, et ça, à nos yeux français, c'est inimaginable. On n'imagine pas que ça puisse se passer comme ça. Mais ça fonctionne. Enfin, ça s'applique en tout cas. David nous attend au standard. Bonjour David, 0826 300 300. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour André, bonjour Bertrand. Voilà, j'avais envie de téléphoner parce que je suis suisse, ça fait une vingtaine d'années que je suis arrivé en France et Bertrand a dit une chose très juste, c'est que en Suisse on a des armes, on a des choses. J'ai fait mon service militaire en Suisse, à la différence près que en fait la boîte de balles réelles et la boîte de balles, la culasse sont des boîtes scellées. Donc oui, on se balade avec des armes et tout, mais par contre on a une vraie peur en tant que militaire ou autre, parce qu'on est appelé, c'est obligatoire, avec la police militaire. Et la police militaire est un peu partout. Et la différence de la France, il y a une peur d'un côté de la police militaire, et de l'autre côté un respect aussi de ces institutions et de ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport à la France, quoi. Absolument. Voilà. Et sur la Suisse, on peut rappeler que à l'issue du service de milice, je crois qu'il s'appelle comme ça, les soldats ont la possibilité de conserver le fusil d'assaut à domicile. Ils peuvent le garder une fois qu'ils ne sont plus militaires. Quand moi j'ai fait l'armée, c'était même pas la possibilité, c'était une obligation. Et moi personnellement, je n'avais pas envie. Donc personnellement, j'ai fait un refus d'armes et ce genre de choses pour. Mais vous pouviez le faire, David, c'est ça. Oui. Absolument. Alors attention, c'est très compliqué. Il faut passer devant un état-major, il faut avoir des preuves et ce genre de choses pour faire un refus d'armes à la maison. Mais qui n'empêche pas de défendre son pays dans d'autres situations, ce genre de choses. Mais par contre, il y a énormément de gens, ils ont peur parce que la boîte de balles, la culasse sont scellées. La police militaire peut même venir à votre domicile pour vérifier que c'est toujours scellé. Et par contre, si ça n'est pas scellé, c'est des semaines et des semaines de prison militaire. Bien sûr, il y a un encadrement et heureusement. Voilà, exactement. Merci. Mais il est vrai qu'en France, c'est le respect et ce genre de choses. La peur n'existe plus en fait. Oui, elle existe autrement, la peur. Elle est ailleurs. Merci David pour votre témoignage. Richard nous appelle de Gouet. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour André, je suis un bonjour grand Richard. fan. Oui, j'ai vécu 25 ans aux États-Unis. Ma fille est née, elle a grandi aux États-Unis, elle habite toujours là-bas. Et là-bas, ils ont une expression "My home is my castle". Ma maison, c'est mon château. C'est ça, oui, la théorie du château. Je veux parler votre invité. Oui. Et ma fille, son mari voyage souvent. Ma fille, ils ont une carabine, ils savent l'utiliser, ils ont la licence et tout. Et en cas où, elle a le droit de l'utiliser. Elle n'a pas besoin de se demander si c'est un couteau, si le mec a un couteau ou une batte de baseball ou autre. Ouais. Elle doit donner un avertissement et après, elle peut tirer pour se défendre. Ouais, et je trouve que c'est très bien. Quand on a un président pendant les élections qui a dit qu'il voulait pas que la France devienne le Far West, mais c'est pas les Français qui font de la France le Far West, c'est les criminels. Et en plus, on peut pas se défendre. C'est ça qui est exceptionnel en France. Ouais. C'est qu'on n'a pas le droit de se défendre. Vraie question, effectivement. Merci, Richard. Merci beaucoup, Richard. On a Christian qui nous appelle depuis Suresnes, en région parisienne. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Oui. Bonjour. C'est le hasard fait bien les choses. C'est une synthèse de ce qui vient d'être dit entre les États-Unis et la Suisse. J'ai vu un reportage d'un Américain qui était allé en Suisse pour se demander pourquoi, à un taux de possession d'armes per capita supérieur, il y avait moins d'homicides. Ouais. Et il est arrivé à une conclusion que je trouve très intéressante, c'est que aux États-Unis c'est un droit, alors qu'en Suisse c'est un devoir. Ah oui. On a une arme parce qu'on a le droit aux États-Unis et c'est un devoir parce que, comme l'a dit notre ami suisse, c'est l'armée et on est là pour défendre son pays. Du coup, ça devient un devoir. C'est quand même une approche psychologique très différente. Ouais, c'est ça. Tandis qu'en Amérique, c'est un droit. C'est un droit de l'homme, comme on dit. Enfin, c'est voilà. C'est un droit de l'homme. Ouais. Et
puis dans un club de tir, j'ai entendu une autre réflexion que je vous livre, c'est quelqu'un qui dit, mais c'est assez commun chez les tireurs, de dire je préfère être jugé que tué. Oui. Donc on dit l'autre, oui. Je préfère être en infraction que dans un cercueil. Oui, ça peut se comprendre. Voilà. Pour la Suisse, à l'appui de ce que dit monsieur, sur c'est un devoir, il y a encore un point de l'histoire suisse que les gens connaissent peu, c'est ce qu'on appelle les Landsgemeinde. Les Landsgemeinde, c'est dans les cantons alémaniques et les plus petits d'entre eux, ça se poursuit. Finalement, toute la population vient sur la place centrale du village pour voter les projets municipaux. Les fameuses votations. Les fameuses votations. Simplement, dans les Landsgemeinde, la votation se fait à main levée, et c'est la condition pour participer au vote, à main levée et armée. Il faut avoir une arme pour voter. Alors, ils viennent avec une dague au côté, j'ose dire un couteau suisse, forcément, mais vous avez des reportages. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis amené à ce que le canton, la commune, me demande de donner ma vie pour la communauté, j'ai donc le droit de parler au nom de la communauté. Et d'être armé pour défendre ma communauté. Alors, l'arme en question est symbolique, c'est une dague, une épée, mais ça reflète ce devoir. Merci beaucoup, Christian. On a Bernard de Font-Romeu. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour, Bernard. Bonjour. On vous écoute, Bernard. Oui, bonjour, André. Je suis un fidèle également. Donc voilà, je voulais... Bonjour, André, votre invité, pardon, ainsi que les auditeurs. Oui. Voilà, moi, j'ai fait mon service militaire dans les chasseurs alpins et j'ai été tireur d'élite. Oui. Donc j'ai aimé la précision, mais jamais j'aurais fait de mal à personne. Voilà. Donc tirer pour ne pas le cacher ou faire F1, voilà. D'accord. Et après j'ai eu carrément un pistolet que j'avais acheté, qui s'achetait d'ailleurs dans les grandes surfaces. Un calibre 44. Oui. Vu que vous avez un spécialiste avec vous, c'était un Rugère, voilà. Tout en inox, j'ai une magnifique pièce, poudre noire. Ben, je me baladais dans ma voiture avec. J'habitais Grenoble. C'était pas autorisé. Parce qu'il y avait à l'époque. Mais vous saviez que vous étiez dans l'illégalité, mon cher Bernard, à ce moment-là. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, le gang des BM. On va dire sur la... Non mais vous saviez que... Non mais Bernard, est-ce que vous saviez que vous étiez dans l'illégalité? Parce que normalement vous n'avez pas le droit de vous balader avec un pistolet dans votre voiture. Non? Oui, j'avais ça parce que je me baladais de nuit avec ma femme et j'avais ça. Et j'allais, je vais vous dire, j'allais à 7 dans ma belle famille, et voilà. Bon, après ça a été terminé, mais ce que je voulais dire, c'est que mon papa dans les années 80 s'est défendu chez lui. Voilà, on lui a pris des fusils. Il a tiré sur quelqu'un qui était dans la propriété. Et voilà, donc il a à peine blessé. Et donc il avait 80 ans. Et il a été puni. Comment il a été puni? Il a été puni. On lui a saisi les armes. Je peux même vous dire, bon, mais mon nom, c'est pas grave. Je veux dire, j'ai 73 ans. Je veux dire, ma vie elle est bien avancée. J'ai rien à me reprocher. Mais je veux dire que on lui a, même les gendarmes de l'époque lui ont montré les photos de ce qu'il avait fait aux fesses du monsieur qui était en train de fracasser la porte d'entrée. Ils étaient en pyjama tous les deux. Voilà, c'est une histoire qui a... Non, j'ai compris, mais est-ce qu'il a été puni comment? Il a eu une sanction? Il avait 80 ans, il a rien eu, il n'y a pas eu de suite. D'accord. Voilà, il y a eu une remontée de bretelles de la part du chef de clan. C'était un clan gitan. C'est pas trop grave, ça. C'est pas trop grave. Mais... D'accord. Ah, on a eu. Merci. Ouais, merci Bernard. Merci pour votre témoignage. Bertrand Saint-Germain, on arrive un peu en fin d'émission et on pourrait encore parler pendant des heures. Absolument. C'est en tout cas, à mon avis, la question ne sera pas épuisée. Juste un mot. Donc pour vous, effectivement, un homme averti en vaut deux. Voilà. Et ça a été dit par un des auditeurs. Je préfère être jugé que tué. Merci. Prendre les armes, Bertrand Saint-Germain aux éditions Le Paul Marc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain pour la culture dans tous ses états avec Céline Alonso. Vous recevez Didier Barbelivien, le formidable poète et compositeur. Ça sera entre 13h et 14h. Alexis Poulain demain sera là entre midi et 13h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, écoutez le Grand Matin Sud Radio et gagnez votre séjour d'exception. Une nuit au
somptueux hôtel Le Clair de la Plume, ensuite avec les petits déjeuners et votre dîner au bistrot à la ferme Chapouton. Découvrez la carte co-signée par le célèbre chef Glenn Viel. Une expérience gastronomique incomparable vous attend au pied du château de Grignan en Drôme provençal, au cœur de la première région productrice de truffes en France, avec Sud Radio et l'hôtel Le Clair de la Plume. Sud Radio, parlons vrai.